Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Composite, Matériaux Process et Analyse des défauts, organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Didier Mastin, ingénieur méthode spécialisé dans la transformation des matériaux composites, et Sophie Toilon, référente métier expertise matériaux, polymères et composites. Le webinaire durera 1h30. Il y aura 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Donc, bonjour à tous, Didier Mastin. Donc, moi, je vais m'occuper de la partie de la transformation des matériaux composites. Et Sophie prendra le relais juste après pour tout ce qui est analyse de défaillance. Bonjour. Aujourd'hui, donc, nous allons vous parler des procédés de transformation. Tout d'abord, déjà, avant de savoir les transformer, il faut savoir de quoi on parle, donc des composites, les composites de généralité. Qu'est-ce que c'est un composite? Et après, on verra dans la grosse partie de cette présentation les différents procédés de transformation. Sophie, après, vous présentera les défauts dans les composites, la nocivité et les contrôles non destructifs. Les composites, donc des généralités, juste pour vous expliquer brièvement les composites. Donc un matériau composite, c'est quoi? Un matériau composite, c'est un assemblage d'au moins deux composants non miscibles. Donc ça couvre de très nombreux domaines comme le bois, le béton, le plastique. Donc il faut deux matériaux qui ne se mélangent pas. Donc c'est important ça. Et on considère un matériau composite comme un matériau constitué d'un polymère et d'une fibre longue supérieure à 1 cm. Si c'est inférieur à 1 cm comme fibre longue, pour nous c'est plutôt de la charge et non de la fibre qui est structurante. Au niveau coût de domaine d'application, là vous avez juste un slide qui vous présente un peu les coûts matière par secteur d'activité. Ça peut être intéressant en fonction de votre secteur d'activité de voir à peu près des ordres de grandeur de coûts composites matière première. Les composites, qu'est-ce que c'est? Alors, les composites, comme je disais tout à l'heure, c'est un matériau polymère avec de la fibre longue, avec une longueur de fibre supérieure à 1 cm. Donc, un matériau composite est composé de fibres, ce qu'on appelle les renforts, le squelette ou encore appelé armature. C'est les fibres qui vont reprendre les efforts mécaniques. Et d'une matrice qu'on appelle polymère ou aussi le liant. Le liant, pourquoi? C'est comme de la colle en fait qui va permettre de lier les différentes couches de fibres que vous allez mettre dans votre composite, parce que votre composite est constitué de plusieurs couches de fibres, et le fait de les coller ensemble va permettre de transmettre les efforts entre les fibres, d'avoir un bloc compact et non unitaire de chaque couche de fibres. Suite à ça, on peut aussi rajouter dans votre composite ce qu'on appelle des charges additives, donc qui ajoutent des propriétés, donc soit des propriétés de coloration, donc de la pigmentation, donc pour avoir colorer la résine, pour avoir des composites déjà pré-utilisés, donc pré-colorés, donc peints entre guillemets, pour avoir une finition finie. Ou pour des autres charges, pour soit augmenter la thixotropie, donc le collant de votre composite, ou charger votre résine avec de la fibre de microbille de verre, de la microbille de verre ou de la silice ou autre, pour changer la viscosité de votre résine et pour charger votre résine. Au niveau des fibres, on va donc vous expliquer ce qu'est les fibres et ensuite ce qu'est les résines. Donc, il existe plusieurs types de fibres. La plus répandue et la plus utilisée est la fibre de verre, qui est utilisée à environ à 95% du marché global des fibres dans le monde du composite. Ensuite est suivi de la fibre de carbone. Ensuite, la fibre d'aramide, autrement appelée aussi Kevlar. C'est pour ceux qui connaissent sous le nom Kevlar, sinon c'est de la fibre d'aramide. Et ensuite, différents types de fibres, polyéthylène, lin ou autres. Donc, il résiste à une multitude de fibres qui permettent justement de répondre à tous les besoins. Les différences les principales différences entre les fibres, c'est leur comportement mécanique. Donc, quand on appelle comportement mécanique, c'est la rigidité,
le module d'élasticité, E, la résistance à rupture qui est différente en traction, cisaillement et compression. Par rapport aux matériaux métalliques, les matériaux composites sont anisotropes, donc ils n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques dans le sens longitudinal que dans le sens transverse. Donc c'est là aussi également leur intérêt, parce que derrière, on va pouvoir mettre les fibres, l'orientation des fibres dans le sens des sollicitations. C'est pour ça aussi qu'on allège. Le but premier des composites est quand même l'allègement des pièces structurantes. La différence au niveau des au niveau des fibres sont le prix également. Le coût d'une fibre de verre est différent d'une fibre carbone. Et aussi également des autres propriétés type conductivité thermique et conductivité électrique. Donc là, vous avez deux exemples, hein. On ne va pas utiliser de la fibre de carbone pour faire la perche pour Renault Lavillenie. Par contre, pour faire des vélos du Tour de France, comme c'est très rigide, très dur et qu'il faut qu'il y ait une réponse très forte et une rigidité importante, on va utiliser du carbone. Donc le prix au kilo d'une perche est différent qu'un vélo carbone. Vous avez ici un tableau comparatif qui reprend le module d'élasticité, la traction, l'allongement, la densité, les dilatations, les conductivités et le prix au kilo. Donc entre une fibre de verre, différentes fibres carbone, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comme les fibres de verre, il y a différents types de verre. Là, comme exemple, on a le verre E, mais il en existe plein. Et au niveau des carbones, pareil, HR, on a des carbones haute résistance, HM haut module et THM très haut module. Et donc, vous avez ici les caractéristiques qui évoluent en fonction du type de référence. Ensuite, vous avez l'aramide, le polyéthylène et le lin. Donc là, c'est un tableau qui va vous permettre de savoir un peu les caractéristiques et les coûts. Donc c'est les coûts, c'est un ordre de grandeur, hein. Il faut absolument se rapprocher auprès des fournisseurs de matières premières pour avoir les coûts spécifiques des différents matériaux. Les fibres, on les trouve sur le marché sous quelle forme? Donc elles peuvent être coupées. Donc ce qu'on appelle en vrac, c'est l'image que vous voyez tout en haut, où la fibre est coupée, mais toujours supérieure à une longueur de 20 cm. On peut l'avoir sous forme de roving ou de mèche. Donc là, vous voyez des bobines de verre en fibre de verre en blanc et en fibre de carbone en noir. On peut avoir du non tissé, ce qu'on appelle du mat. Donc c'est de la fibre qui n'est pas tissée, qui est en vrac, mais sous forme de tissu. Donc on a de la continuité, mais de chaque fibre sous forme d'un rouleau de tissu. Puis après, on a le tissu où on a nos fils qui sont réalisés par roving, enfin qui sont réalisés par des métiers à tisser, mais en utilisant des rovings et des mèches, et qui nous permettent d'avoir des tissus tissés. Donc en fonction du tissage que vous allez demander, vous avez soit un sergé, un plus ou moins 45, de la tresse, du toile, du satin, du 3D également. Donc en fait, toutes ces natures de fibres vont nous permettre, nous, après dans les procédés de transformation, d'utiliser la bonne forme de fibre pour notre procédé. Au niveau des matériaux composites, on distingue deux types de matrices, donc les matrices thermoplastiques et les matrices thermodurcissables. Donc, il y a un moyen mnémotechnique assez simple à retenir. Ce qu'on appelle matrice thermoplastique, c'est des matrices fusibles réversibles. C'est-à-dire qu'on les chauffe, ça se ramollit, et si on les rechauffe, elles se ramollissent, donc c'est réversible. Donc c'est l'image de la bougie. Si on la chauffe, elle fond, mais on peut refaire une bougie en remettant en forme la bougie, la cire, pardon. Les exemples de thermoplastique, c'est le polypropylène, le polyamide, le PPS, le PEI, le PIC, le PAEK, enfin il y en a plein et sont connus dans tout ce qui est transformation des plastiques. Et la deuxième famille sont les matrices, donc les résines thermodurcissables appelées TD. Donc là, par contre, on est infusible, irréversible, et c'est l'exemple de l'œuf sur le plat, où quand on met l'œuf dans la poêle, il est liquide, on va le faire chauffer, il va durcir, par contre, c'est impossible de le rendre liquide et de le remettre dans sa coquille. Donc c'est du one shot, c'est une fois, et à partir du moment où c'est durci, derrière, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on est sur des résines plutôt polyester, vinylester, époxy, phénolique, donc des résines liquides à température ambiante. Les différents rôles des constituants.
Donc la fibre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est plutôt sur des résistances mécaniques, de la rigidité, donc c'est notre squelette. La résine, plutôt pour la tenue, le lien entre les différentes fibres, mais surtout ses propriétés sont plutôt sur le vieillissement, la tenue chimique, la tenue à l'environnement, les tenues thermiques, tenues au feu, et les participations au comportement en fatigue du fait du liant et comment dire, de ses propriétés qui permettent de lier les différentes fibres entre elles. Et le dernier constituant est la charge qui permet justement, comme j'expliquais tout à l'heure, d'apporter des propriétés supplémentaires sur votre composite, genre l'unification, la couleur, la réduction de coût, le blindage aussi également. Et il y en a plein d'autres en fonction de votre besoin. Voilà pour l'explication des matériaux composites et des constituants. Maintenant, on va passer sur le principal thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment fabrique-t-on les matériaux composites. Ce qui est important au niveau des composites, c'est les 4 thèmes qui s'affichent sur vos écrans. Donc, c'est important de prendre en compte cela, c'est-à-dire la voie, le type de moule, la pression et la température. En effet, à partir du moment où vous avez une pièce à faire, il faut se poser ces questions-là, c'est-à-dire quel type de voie, donc voie humide, voie sèche, pour la réalisation de votre pièce, c'est-à-dire qu'on appelle par voie humide, c'est qu'on va prendre de la fibre et de la résine, on va les acheter séparément, et derrière, on va les mélanger lors du moulage, donc lors de la transformation. Donc, il y a des procédés qu'on verra après qui utilisent cette voie humide, donc fibres achetées et résine achetées séparément, et on vient les assembler lors de la réalisation de la pièce, donc lors de la transformation. Ou il y a une deuxième fois, ce qu'on appelle la voie sèche, où là, on utilise déjà de la fibre et de la résine déjà pré-mélangées, ce qu'on appelle des pré-imprégnés ou des pré-prègues, et derrière, on vient utiliser le process en adéquation avec cette voie, ce qu'on appelle la voie sèche. Donc, en fonction de votre besoin, en fonction des caractéristiques, et puis en fonction de vos équipements, bah, vous allez utiliser soit la voie humide, soit la voie sèche. La deuxième chose à ne pas oublier, c'est votre outillage. C'est-à-dire soit votre moule est ouvert, donc une surface lisse, soit votre moule est fermé, donc deux surfaces lisses avec une épaisseur calibrée. C'est important aussi également si vous avez besoin par rapport à votre pièce d'avoir une face visible, donc type carénage extérieur, il y a une face visible, donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans un moule fermé. Et donc il y a les procédés associés au moule ouvert. Et si par contre vous avez besoin d'avoir deux surfaces lisses, parce que comme c'est écrit ici, vous avez une épaisseur calibrée, ben dans ce cas-là, vous êtes obligé de passer par un moule fermé. Et donc deux surfaces lisses et donc un outillage en deux parties. Donc c'est important aussi au niveau des coûts des outillages et puis en fonction du process que vous allez associer derrière. La pression également, la pression que vous allez appliquer sur votre composite, c'est important. Parce qu'en fonction de la pression, donc la mise sous vide et en plus une pression autre type pression d'autoclave, ça va impacter fortement votre santé matière de pièce. Et donc, par conséquent, tout va être calibré par rapport à ça. Ce qui va permettre derrière de bien compacter votre matière et d'avoir une pièce conforme à votre besoin. Par contre, si vous mettez beaucoup de pression, forcément, cela va impacter votre moule qui devra être rigidifié et ou dans un matériau qui permette de tenir les pressions appliquées. Et en plus de ça, en fonction de la pression, si vous mettez une forte ou faible pression, soit un vide ou soit une pression très importante, ça va impacter également votre voie humide ou votre voie sèche. Parce que plus de pression, si la résine est liquide, elle va migrer vers l'extérieur de votre pièce. Donc il faut adapter la voie en fonction de la pression que vous allez appliquer. Et la dernière chose également, la température. Donc la température de la résine qui va impacter, donc la température de transformation de votre résine qui va impacter aussi la température d'utilisation de votre pièce. Parce qu'en fonction de votre cycle de polymérisation, donc la résine, elle doit réticuler, si on est sur une thermodurcissable, et justement derrière, on va prendre des résines qui répondent à votre besoin, et donc s'il y a besoin de chauffer, ça va impacter votre voie et votre moule pour qu'ils répondent à votre besoin de tenue thermique. Donc ces 4 thèmes sont importants dans votre choix du procédé. On va commencer tout d'abord par les procédés de transformation composite.
Le premier procédé, le moulage au contact, donc c'est un procédé thermodurcissable. C'est un procédé aussi très fortement utilisé car il nécessite très peu de coûts d'investissement au niveau des outillages et des matières premières. Donc on est sur un procédé voie humide, moule ouvert. Donc c'est-à-dire qu'on n'a qu'un outillage, un outillage femelle, comme on voit sur l'image ici, et derrière on va acheter nos matériaux, fibres et résines séparément. À partir de là, on va traiter notre outillage. Important, il faut toujours traiter votre outillage avec un agent dimoulant, parce que la résine, c'est de la colle, et la colle, ben, comme son nom l'indique, elle risque de coller fortement à votre outillage, et donc il faut un agent dimoulant qui va permettre de pouvoir démouler facilement votre pièce, sinon votre pièce sera abîmée. Comment ce procédé fonctionne-t-il? On est sur donc un moule ouvert, on va d'abord mettre de l'agent démoulant, donc sur votre outillage pour empêcher l'adhérence. Ensuite, on peut mettre ce qu'on appelle un gel coat, c'est une peinture, on va dire, très visqueuse qui vont nous permettre d'avoir côté outillage une surface déjà finie. Donc une peinture permettant de cacher un peu les défauts et de cacher aussi la trame du tissu qu'on verra derrière. Donc c'est beaucoup utilisé dans le nautisme, sur des coques de bateau ou autres, où justement le fait d'appliquer le gel coat permet justement derrière de ne plus avoir recours à une application peinture en fin de fabrication de la pièce. Et ensuite, à partir du moment où le gel coat est déposé, on laisse maturer. Et derrière, on vient déposer simultanément de la résine et de la nappe de fibre. La nappe de fibre sèche et la résine dessus. Donc, on vient déposer en faisant notre mélange à part et on vient déposer de la résine. On vient imprégner la fibre de la résine à l'aide d'un nébuleur. Donc, c'est un petit rouleau avec des picots et puis des pinceaux. Donc, au niveau investissement, on n'est pas très coûteux. On est sur un procédé, par contre, très manuel. Au niveau de la répétabilité aussi, c'est différent en fonction des opérateurs et en fonction de la quantité de résine que vous mettez. On peut intégrer également des mousses et des nidas. Les avantages de ce procédé moulage au contact, et comme je disais tout à l'heure, c'est faible investissement, toute forme de taille, pardon, et c'est simple de mise en œuvre, hein. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous avez des bonnes aérations, parce qu'au niveau des inconvénients, bah, c'est les COV, les composants organiques volatiles, où là, les résines sont des résines chimiques, donc il y a des volatiles qui sont propagés quand le mélange est fait. Et derrière, l'opérateur, vous devez prévoir des équipements de protection individuelle pour les opérateurs pour pas qu'ils soient fortement impactés par les COV. L'inconvénient également, c'est les coûts de main-d'œuvre, hein, parce qu'on est sur un process très manuel. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, la reproductibilité entre deux opérateurs en fonction du coût de main. Donc, deux pièces seront différentes en fonction si vous changez ou pas d'opérateur. La pièce blanche que vous voyez à gauche, c'est la couleur blanche et due au gel coat. Donc face outillage, on est propre. Il n'y a plus qu'à usiner, bordurer s'il y a besoin de percer. On peut l'utiliser tel quel. Face intérieure, face extérieure par rapport à votre outillage, on a le composite apparent et donc moins rugueux. Donc c'est la face cachée. Voilà. Un autre procédé aussi très peu coûteux, qui est une dérive du moulage au contact, c'est la projection simultanée. Alors on part tout à l'heure au niveau du moulage au contact, on pouvait partir de tissu, comme vous avez vu sur la photo, du tissu, du mat de verre, mais on utilise on utilise de la fibre sous forme de tissu et de rouleaux de tissu. Là par contre, on va utiliser plutôt du roving, donc c'est du fil de verre qu'on va venir déposer simultanément avec la résine à l'aide d'un pistolet et on va venir couper la fibre en petites fibres avec le pistolet que vous voyez sur l'image en haut à droite, ce qui va nous permettre de projeter simultanément de la fibre coupée et de la résine. Donc c'est intéressant parce que si vous avez un outillage, ça peut aller très très vite parce que c'est comme un pistolet à peinture, sauf que vous chargez votre surface avec de la fibre coupée. Donc vous avez un moule, souvent il est moule femelle derrière, vous mettez toujours l'agent démoulant et vous venez projeter de la fibre et de la résine séparées. Au niveau des avantages, inconvénients, l'avantage, c'est la productivité, forcément, hein. Ça va beaucoup plus vite de projeter de la fibre coupée résine en simultané. Et la fibre étant coupée, on a de la flexibilité de forme,
si vous avez des angles à passer avec de la fibre coupée, c'est beaucoup plus facile qu'avec un tissu. Il faut le déformer, il faut bien choisir le maillage et le tissage de votre tissu pour permettre de passer les angles, alors que là, pas de problème, on peut passer facilement. Et ça peut être robotisé. Donc au niveau dégagement des COV et autres, à partir du moment où on met des robots à la place des opérateurs, c'est beaucoup plus simple de maîtriser les COV. L'inconvénient, le rebut matière, les propriétés mécaniques inférieures, forcément, vu qu'on coupe la fibre, les propriétés mécaniques sont faibles. Épaisseur difficile à maîtriser, c'est le coup de main comme un pistolet en peinture, hein. Si vous restez dans une zone, ben, vous ne maîtrisez pas forcément les épaisseurs. Et en fonction d'un opérateur à l'autre, ben, vous aurez pas la même quantité de matière sur votre pièce. Et il faut prévoir des équipements, ce que j'ai dit tout à l'heure, des équipements hygiène et sécurité au niveau des dégagements de COV. Par rapport justement au dégagement de COV, des procédés sont apparus justement pour éviter le contact du technicien, le mouleur par rapport à ces résines. Et donc, à partir de là, différentes techniques sont arrivées, notamment ce qu'on appelle le RTM, Resin Transfer Molding. Donc, on est toujours sur un procédé thermodurcissable, où là, on est toujours en voie humide également, comme moulage au contact et projection simultanée. Par contre, on a un moule fermé par rapport aux deux autres où on est sur un moule ouvert. Là, on est sur un moule fermé. Donc, on a un moule et un contre-moule qui vont venir fermer notre pièce. Comment ce procédé fonctionne? Donc, on va venir mettre toujours l'argent démoulant à chaque fois, hein, sur votre outillage. Et derrière, on va venir déposer notre fibre. Alors, notre fibre sous forme de rouleau de tissu, essentiellement donc de la fibre continue ou du mat. Et après, au niveau de la nature du fibre, soit carbone vert, on s'en moque un peu. Enfin, c'est fonction de votre besoin. Mais c'est surtout important de venir déposer votre fibre avant de refermer l'outillage. Donc la fibre sèche est mise dans l'outillage, on referme notre outillage et on va venir imprégner la fibre par la résine via la canne d'injection que vous voyez en jaune sur le petit schéma en haut à gauche. Cela permet justement à l'opérateur et à la fabrication de ne pas voir, de ne pas se sentir, de ne pas être impacté par les COV. En effet, parce que la résine va être préparée dans ce que vous appelez ce qu'on appelle la machine d'injection qui est en haut à droite. Donc tout va être mis dans des pots mis sous vide et le mélange également. Donc l'opérateur ne va voir que les composants non mélangés et ne va pas être en contact lors de l'imprégnation de la fibre par la résine. Ensuite, on va mettre notre pot de résine en pression et ça va permettre à la résine de venir dans la canne d'injection et de venir imprégner la fibre par capillarité. Il ne faut pas oublier également de tirer le vide avant pour justement retirer l'air et que la résine puisse remplir le vide qu'on a créé. Voilà, ça permet de limiter les porosités dans notre pièce. Voilà. La pompe à pression, la machine d'injection, peut avoir une pression de 2 à 5 bars, ce qui permet d'avoir un taux volumique de fibre très important. Effectivement, là, vous calibrez votre épaisseur, donc vous pouvez très bien calibrer très finement pour ne serait-ce qu'avoir, on va dire 40%, voire moins de fibres, de résine. Et donc la résine va avoir du mal à passer. Et donc la pression permet justement d'aider la résine à avancer, de venir imprégner tout notre tissu sec. Et ensuite, à partir du moment où c'est imprégné, bah, il y a un petit évent qui va permettre de visualiser la résine si elle sort par cet évent. Ça veut dire qu'on a tout imprégné. Donc il y a des logiciels, il y a une mise au point qui est nécessaire avant de lancer votre pièce, parce que tout est fermé, on voit strictement rien. Mais par contre derrière, il y a des avantages, notamment pour avoir pas de contact pour ne pas avoir de contact avec les composants organiques volatiles. Ça va permettre aussi d'avoir deux surfaces lisses et puis une épaisseur régulée, ce qu'on n'a pas avec les deux autres procédés. Donc ce procédé-là, contrairement aux deux autres qui sont plus utilisés sur du carénage, des pièces non sollicitées, type dans le nautisme ou autre, hein, des pièces d'ensemble ou des pièces de salle de bain, les baignoires. Les baignoires sont faites en projection simultanée. Là, par contre, en RTM, on est plutôt sur des procédés techniques qui permettent d'avoir des pièces qui résistent mécaniquement, donc utilisées dans le nautisme professionnel, aussi dans l'aéronautique également. Le sport de compétition également aussi, c'est très fortement utilisé. Donc là, vous avez un exemple de type de gamme pour le nautisme où on a un moule contre moule, ce que vous voyez, puis à l'intérieur, on met notre tissu. Puis derrière, on va venir fermer, venir injecter la résine.
Donc l'outillage est renforcé pour résister aux pressions qu'on va mettre. Une dérive par rapport au RTM, un autre procédé également qui permet justement de ne pas avoir de contact avec la résine thermodurcissable, donc avec les COV, ben, c'est l'infusion. La différence entre le RTM et l'infusion, c'est que on va remplacer le contre-moule par une membrane souple ou un peu semi-rigide, étanche en surface. Donc notre contre-moule ne sera pas rigide, il sera souple, ce qui va nous permettre, donc dans le même principe, hein, vous allez mettre votre agent démoulant, vos tissus, et derrière, au lieu de mettre votre contre-moule rigide comme le RTNL, eh ben, vous allez faire une étanchéité avec le joint, ce que vous voyez en jaune sur l'image d'en dessous, et votre poche à vide. Vous allez faire typiquement une poche à vide avec une membrane extérieure. Ce qui va permettre derrière bah, de pouvoir derrière, quand on va venir infuser, donc imprégner la fibre par la résine, bah, tout sera sous vide et l'opérateur ne sera pas en contact. La différence par rapport au RTM, c'est comme on est sur une membrane rigide, enfin une membrane souple pardon, ou semi-rigide, on ne peut pas mettre de pression extérieure ni intérieure lorsqu'on va venir injecter. Donc votre pot à résine ne pourra pas être mis en pression, sinon si vous mettez de la pression, bah, votre bâche va se gonfler. Et donc bah, là, à partir du moment où elle va se gonfler, bah, vous allez pas pouvoir, vous allez avoir un excès de résine, voire des porosités. Donc tout l'imprégnation va se faire uniquement par vide, c'est-à-dire que vous allez tirer d'un côté, vous allez mettre sous vide en tirant le vide d'un côté et à l'opposé ou au point que vous aurez défini, donc le point le plus loin ou le point qui est le plus lent à s'imprégner, vous allez mettre votre mélange et puis bah, par capillarité, comme le principe de la paille, en fait, vous allez aspirer la résine et imprégner votre fibre. Donc on peut être pareil hein, sur des tissus ou sur du mat, mat de verre. Exemple, les avantages, ben, c'est un moule économique, on n'a qu'un moule. Les inconvénients, c'est beaucoup de consommables. Comme vous voyez sur la photo, ben, il y a des tuyaux pour venir faire imprégner la résine. Et puis, ben, il y a la poche à vide et tous les consommables qui vont nous permettre de bien drainer la résine. Et l'intérêt, c'est qu'on peut faire de très grandes pièces avec l'infusion. On peut faire aussi des outillages, hein, il n'y a pas de souci avec ce procédé. Donc là, vous avez une vue de propagation de résine, où là, bah, dès que ça, vous voyez les pots de résine avec les tuyaux d'infusion, d'imprégnation, les résines arrivent et après sont diffusées et migrent et le tirage de vide est sur la hauteur. Donc là, on est sur un moule mâle, alors que sur la photo de gauche, on est plutôt sur un moule femelle, mais le principe est le même. On voit la migration de la résine par aspiration. Donc l'infusion utilisée, donc ce que je disais aussi dans le nautisme, et aussi pour réaliser des outillages. Et puis bah, dans tous les procédés dont les entreprises veulent migrer du moulage au contact à des procédés qui sont moins nocifs pour les opérateurs. On va passer sur un autre procédé, le drapage autoclave, où là on est plutôt sur un procédé moule ouvert et voie sèche. C'est-à-dire qu'on va utiliser du tissu pré-imprégné qu'on va venir déposer. Donc pré-imprégné, c'est fibres et résine déjà pré-mélangées. On les achète comme ça, sous forme de rouleaux, donc ils sont pré-imprégnés. Elles sont stockées en chambre froide pardon, parce qu'à partir du moment où vous avez fait votre mélange de résine, la réticulation commence. Donc il faut stopper la réticulation. Et donc, ce cas-là, c'est chambre froide. Donc, quand vous allez l'utiliser, il va falloir le décongeler 24 heures sans reprise d'humidité. Et après, vous allez pouvoir vous le déposer sur votre outillage. Et après, à la suite de ça, vous faites une mise sous vide. Donc, un peu comme l'infusion, dans le même principe, vous mettiez différents consommables et vous pressez avec une membrane souple. Et puis derrière, vous le mettez soit en étuve ou soit en autoclave. Donc, ce procédé-là est très, très répandu en aéronautique. On est calibré, vu que la fibre et la résine que vous allez utiliser, c'est du pré-imprégné, donc tout est calibré. Donc vous maîtrisez bien votre process. Bon, par contre, le fait d'acheter du pré-imprégné coûte plus cher que d'acheter la fibre et la résine séparément. Au niveau des consommables, ben voilà, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez votre film de mise sous vide, des drainants et votre joint d'étanchéité derrière, ce qu'on voit sur la photo en jaune, qui vont permettre de tirer le vide et faire comprimer la pièce. Un autre exemple très répandu également pour des grandes pièces et aussi également pour l'aéronautique, c'est le drapage automatisé, où là on va partir aussi sur du preg, mais plutôt sur du roving de preg. C'est ce que vous voyez sur l'image en haut à gauche.
où là, votre roving, donc votre fil est déjà préimprégné de résine, et puis vous avez un robot qui va venir déposer. Donc c'est intéressant pour des grandes pièces, là où le technicien avec ses bras ne peut pas avoir y accès. Avec un robot, on peut y avoir accès et on maîtrise la dépose. Donc on va venir déposer une succession de rovings les uns à côté des autres pour avoir une largeur de bande, et on va venir déposer chaque couche et chaque largeur de bande en unidirectionnel. Sur les autres procédés, on peut utiliser de l'unidirectionnel ou du tissé. Là, on n'est que sur du roving, donc ça sera que de la fibre toute dans le même sens. Ça ne sera pas du tissé. Mais après, vous pouvez faire du plus ou moins θ avec de l'unidirectionnel, ça pose pas problème. Mais c'est de la superposition. Un autre exemple utilisé fortement pour les grandes cadences, c'est la compression SMC-BMC, donc procédé toujours thermodurcissable. Ça nous permet avec ce procédé-là, comme je l'ai expliqué, de faire des grandes cadences et avoir des cycles courts, de l'ordre de 1 à 2 minutes, voire moins. Dans le principe, comment ça marche? On va utiliser un procédé moule fermé, donc moule contre moule, qui va être mis sous presse pour avoir beaucoup de pression. Donc c'est ce que vous voyez sur l'image en haut à gauche. Votre outillage va être régulé en température, ou vos plateaux chauffants si c'est sur presse, qui vont permettre d'avoir une température constante sur votre outillage. C'est important parce que derrière, on va utiliser comme matière du pré-imprégné réactif. Par contre, on va être sur du pré-imprégné pas en tissu, donc avec de la fibre continue, mais plutôt avec de la fibre coupée, de type SMC, donc Sheet Molding Compound, ou BMC, Bulk Molding Compound, donc sous forme de ce qu'on appelle de la choucroute, ou en pot, donc en vrac, mais toujours résine et fibre mélangées, ou sous forme de tissu, enfin sous forme de plaque, mais avec de la fibre coupée, comme du mat de verre comme tout à l'heure, mais imprégné. Derrière, on va prendre nos constituants, on va les mettre au milieu de la matrice, on va fermer, et l'outillage étant déjà chaud, ça va très vite réticuler parce qu'on est sur des résines très réactives. Et derrière, la fibre étant coupée, ça va napper tout notre entrefer de notre outillage, et donc permettre derrière d'avoir une pièce finie, calée, de surface lisse. Il ne restera plus qu'un détourage à faire. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pour des pièces non structurantes, hein, du mobilier de jardin ou autre, ça peut être fait en SMC, BMC. Ça permet de sortir une cadence très rapide. Il y a juste un détourage à faire et on a deux surfaces lisses. Par contre, aucune tenue mécanique, hein. Donc les avantages des matériaux prêts à l'emploi, de la productivité, de surface esthétique, donc de surface lisse. Donc là, vous avez des exemples. L'inconvénient, c'est l'investissement. Comme vous voyez, il faut des presses, il faut des outillages en acier pour résister au tonnage, et il faut optimiser les découpes. Un autre procédé, c'est pour réaliser, donc c'est la pultrusion, hein, toujours TD, c'est pour réaliser du profilé en continu. Donc on est sur un procédé voie humide, donc fibre et résine séparées. Dans le principe, on va venir imprégner, comme ce que vous voyez que vous voyez sur l'image en haut à gauche, c'est de la fibre sèche qui va venir s'imprégner dans un bac de résine. Et derrière, on va venir la compacter, venir presser dans un outillage qu'on appelle une filière, un outillage chauffant, moule contre moule. Et derrière, les résines étant très réactives, comme le SMC-BMC, donc l'outillage n'est pas long, hein, il fait à peu près à peu près 1 mètre, et on va permettre de venir faire converger toutes nos fibres, comprimer, chauffer, et derrière, en sortie de filière, donc d'outillage chauffant, la résine étant polymérisée, derrière, on va pouvoir tirer pour avoir un profil en continu, donc avec un système d'accordéon de mors qui vont venir pincer le composite durci, venir le tirer avec deux systèmes de mort. Le premier prend le relais quand le deuxième est en bout de course pour avoir un profilé en continu, enfin un procédé en continu. Donc c'est important là, si vous avez des longueurs de fer de poutres en I ou des tubes ou autres, c'est intéressant d'avoir ce procédé-là. Par contre, vous avez une grande majorité des fibres qui est dans le sens du tirage, dans le sens longis de votre pièce. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte par rapport aux sollicitations mécaniques de vos pièces. Mais par contre, c'est un procédé continu. Et ça peut être intéressant si vous avez des grandes longueurs de pièces à faire. L'avantage, donc, comme je disais, très bonne finition, parce qu'on en moule contre moule, production continue et on fait des grandes longueurs. L'inconvénient, c'est qu'on peut vite être limité en section du fait de la force des morts pour pouvoir tracter, notamment si vous utilisez du carbone.
on peut être limité parce que les morts peuvent pas tirer suffisamment par rapport à la résistance du carbone. On a des épaisseurs constantes, vu que c'est un procédé en continu. On ne peut pas avoir des variations d'épaisseur et on est sur 1 ou 2 mètres minutes. On peut aller un peu plus vite, mais en fonction de la réactivité de votre résine. Un autre procédé aussi qui est automatisé, comme la pultrusion, c'est l'enroulement filamentaire. Donc, dans le principe, c'est pour réaliser des tubes ou des équipements sous pression. Là, vous avez des pipelines sur l'image, des grosses cuves de stockage et autres. Tout ce qui peut être stockage, tube, peuvent être réalisés en enroulement filamentaire. Les bouteilles de gaz que vous voyez aux stations essence, certaines bouteilles de pompiers sont également faites en enroulement filamentaire. Et tout ce qui est équipement sous pression, stockage et autres sont faits en enroulement filamentaire. Donc, dans le principe, on a un système de rotation. Donc, déjà, notre outillage, c'est ce qu'on appelle un mandrin. Donc, on va venir bobiner dessus, on va venir déposer la fibre. Et l'adéquation entre la rotation de votre mandrin et le déplacement de votre tête de dépose va créer un angle. Donc, on est plutôt là sur un angle midi 10 degrés par rapport au 0 degré, donc 10 degrés par rapport à votre axe de tube, axe longi de tube, et jusqu'à 89 degrés. Donc, en fonction de votre besoin, vous pouvez soit utiliser de la pultrusion ou soit de l'enroulement filamentaire pour répondre à vos sollicitations. Donc, les tubes et autres marchent bien quand vous mettez de la pression à l'intérieur, vu qu'on peut faire du cerclage. Donc, l'enroulement filamentaire est le procédé très utilisé pour ce type d'application. Que dire d'autre? Là, on est sur du roving utilisé. On peut être en voie humide ou en pré-imprégné. Donc, soit on utilise du roving pré-imprégné, soit on vient imprégner la fibre dans la résine. Les avantages, orientation des fibres maîtrisées, on peut être avec un robot ou avec une machine 5 axes sans problème. On a des très bonnes propriétés mécaniques, on a une surface lisse intérieure, donc tout ce qui est écoulement de fluide, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il est très utilisé sur de la tuyauterie. Ça peut être appliqué sur site possible, c'est des machines SP, donc à partir du moment où les programmes sont faits et que tout est réglé, on peut faire de la fabrication même si c'est pas votre cœur de métier. Les inconvénients, c'est on est limité, axis symétrique sans concavité, hein, il faut que ça soit du tube. On a une surface rugueuse extérieure forcément. Après, on peut tourner à 1 mètre seconde, donc c'est pas forcément lent, ça dépend ce que vous appelez et quel secteur d'activité vous travaillez. Donc ces applications, comme je disais tout à l'heure, c'est les réservoirs, les silos, les cornebusiers, les cannes à pêche, les arbres de transmission, les pales d'hélicoptères, sur certaines applications, sont faits en enroulement filamentaire. Donc là, vous voyez un petit tableau récapitulatif des différents procédés j'ai pas pu tout balayer, mais vous avez une grande partie des différents procédés avec leur utilisation, grande diffusion ou haute performance, HP ou GD, avec le type de renfort que vous pouvez utiliser, soit de la fibre coupée, soit du tissu, du mat, du preg. La nature, soit verre, carbone, aramide, on s'est limité aux 3 les plus couramment utilisés. Le taux volumique de fibre, le pourcentage de taux volumique de fibre que vous pouvez atteindre, les types de matrices utilisées et les cycles de pièces par jour. Donc ça, c'est des ordres de grandeur, hein. C'est pareil, c'est toujours fonction de de votre géométrie de pièce. Mais bon, ça peut vous aider sur le choix de tel ou tel procédé. Voilà, on en a fini avec les thermodurcissables. Maintenant, je vais vous parler des composites thermoplastiques dans le temps qui me reste. Donc les composites thermodurcissables existent depuis beaucoup d'années, depuis pas mal d'années, et depuis une dizaine d'années maintenant, on est plutôt sur le développement des composites thermoplastiques, donc matrices plastiques type polypro, PA, PPS, PUI, PIC et autres. Et donc c'est un peu la migration vers le composite thermoplastique actuellement. Donc pareil, dans le même procédé, là on va être plutôt sur des matériaux pré-imprégnés. Donc c'est-à-dire que la fibre, elle va être imprégnée du plastique. Et donc on va plutôt être sur des matériaux qui nécessitent de ramollir le plastique. On n'a plus de réticulation, on est réversible, donc il faut chauffer pour pouvoir ramollir et chauffer le plastique essentiellement. Donc on va être sur tous les procédés que je vais vous présenter, quasiment être sur des procédés qui nécessitent une chauffe pour chauffer fortement le plastique et ramollir le plastique. Donc là, vous avez le placement de fibres.
Dans le même principe que vous avez vu sur le slide placement de fibre TD, bah là, le placement de fibre TD, on va rajouter une source de chaleur. Donc ça peut être laser, infrarouge ou autre. Et derrière, on va venir chauffer l'interface qui va permettre de ramollir le plastique déjà déposé et le plastique qui va être déposé avec la fibre forcément, hein, on est toujours sur un composite. Et derrière, on va créer un soudage. Voilà, et on peut déposer toutes les fibres derrière, les unes après les autres. L'intérêt des thermoplastiques, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que derrière, on n'a pas de cycle de polymérisation. À partir du moment où c'est soudé, c'est soudé. On peut refaire une mise en étuve pour comprimer ou autre, mais on peut faire du in situ avec ce procédé-là en fonction de votre domaine, de votre secteur d'activité. On peut également avoir l'enroulement filamentaire. Donc là, c'est le descriptif de notre enceinte au CETIM. Nous, le pôle composite du CETIM fait du développement et fabrique des prototypes avec des moyens composites thermoplastiques qu'on a au Technocampus à Bougnay, en Loire-Atlantique. Et ça nous permet justement de réaliser des prototypes. Donc on a une machine d'enroulement filamentaire thermoplastique avec 2 postes qui permettent de faire des petits diamètres, donc allant de 0,25 jusqu'à 2000, de 25 mm sur le poste 2 à 500 mm, et de l'autre côté, sur le poste 1, de passer sur du gros diamètre jusqu'à 2500 mm, et pour des longueurs entre 3, 5 et 4 mètres. Donc ça nous permet de balayer, nous, vraiment un large domaine de choix de réalisation, allant du tube le plus petit possible à de la cuve de citerne. Et tout ça dédié au composite thermoplastique. Donc comment notre moyen est adapté au thermoplastique? Dans le même principe, on va utiliser des pré-imprégnés, donc fibres et résine thermoplastique, et derrière on va venir le chauffer. Nous, on a choisi comme moyen de chauffe une source de laser qui va venir chauffer le plastique, enfin chauffer le carbone, tout ce qui est conducteur vu que c'est laser, pour derrière ramollir le plastique qui est dans le preg et après créer un soudage. Donc là, vous avez le faisceau laser sur l'image en haut à gauche qui chauffe le roving de preg qui descend et notre matière déjà déposée, et au point de contact du galet, derrière, juste en dessous, de créer un soudage avec une pression du galet. Voilà, et derrière, c'est un procédé qui est en continu et qui est régulé thermiquement. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre des consignes et après, on a une caméra thermique qui est juste à côté, ce qu'on appelle la caméra de contrôle, qui ajuste la puissance nécessaire du laser pour justement être toujours à la température de transformation souhaitée. Donc on est sur un robot et le robot permet de travailler sur petit ou grand diamètre. Autre procédé, la thermocompression thermoplastique. Donc dans le même principe, on va utiliser des plaques de pré-imprégnées qu'on va venir chauffer pour ramollir le plastique. Et puis après, on a un moule contre moule sous presse et derrière qui va nous sortir une pièce en forme. Donc il ne restera plus soit de le détourer ou avec de l'injection plastique qu'on verra tout à l'heure sur procédé QSP, de faire du net shape. C'est possible également. Donc procédé très fortement utilisé en aéronautique, hein. Donc exactement pour finir, je vais vous présenter la ligne pilote QSP qui est une ligne également présente au Technocampus, où justement cette ligne nous permet de faire notre matière première, c'est-à-dire qu'on parle de granulés et de roving grâce à notre ligne de pultrusion mais dédiée au thermoplastique, donc avec un moyen de chauffe qui permet avec une extrudeuse qui permet d'injecter le plastique et de venir imprégner la fibre. Donc ça nous permet de faire notre matière première. Derrière, cette matière est découpée via notre module de découpe. Ensuite, on vient l'assembler comme un patchage, hein. Donc différentes couches, donc tout ça c'est automatisé. Ça nous permet de sortir des préformes 2D qui vont être transférées derrière via notre four de chauffe avec le transfert et derrière de venir être formé sous notre presse et derrière, si besoin, de réaliser également du surmoulage pour avoir une pièce finie en extrémité, raccorder ou intégrer des fonctions supplémentaires de type d'assemblage en intégrant des inserts et autres, ce qui nous permet de sortir des pièces finies dans des ordres de grandeur de 40 secondes à 90 secondes. Donc cycle rapide pour l'aéronautique,
cycle moyen pour l'automobile, mais avec de la fibre continue et renforcée. Donc les avantages du procédé QSP existant au Technocampus à Bougnay. Donc c'est une machine qui a été développée par le CETI, mais en appui avec Pinet, Loirtec et Compose. Donc les avantages, ça permet d'avoir des pièces multimatériaux parce qu'on peut avoir du métal comme du composite, du métal pour les inserts et du composite fibre, verre, carbone ou autre, donc différents matériaux. Une conception NetShape, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec notre principe d'injection plastique à la fin. Des assemblages intégrés, un temps de cycle très court, des gros volumes de produits, une robustesse et une reproductibilité. Et des coûts compétitifs du fait de fabriquer notre matière première en fonction des épaisseurs souhaitées, donc du plus ou moins fin ou du plus ou moins épais, pour pouvoir un patchage relativement rapide. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vais passer la main à ma collègue Sophie Toyon pour tout ce qui est analyse des défauts. Je vous remercie. Oui, bonjour. Donc, je vais poursuivre cette présentation par un bref descriptif des principaux défauts qui sont rencontrés dans des pièces composites. Donc, quel que soit le procédé de fabrication appliqué, donc, tous les procédés qu'a pu décrire Didier, une pièce composite va comporter des défauts. Donc, ces défauts vont être de nature différente, de dimensions variables, en fonction du procédé utilisé ou de la structure de la pièce. On va les avoir aussi, vont apparaître dans différentes zones de la pièce, en fonction vraiment de la géométrie et de la conception, par exemple, du moule qui sert à mettre en œuvre la pièce. Donc, ces défauts vont affecter la matrice, les renforts, puisqu'on est sur un composite, ou les interfaces fibre-matrice. Pour travailler depuis pas mal d'années donc avec différents industriels, on a constaté que chacun finalement utilisait un vocabulaire différent pour désigner finalement le même défaut, le défaut même de même nature. Donc même dans des métiers comme l'aéronautique, le spatial, etc. Donc, on participe actuellement à la réalisation, à l'écriture d'une norme avec le BNAE et différents acteurs de l'aéronautique et du spatial, qui figurent sur ce slide, pour harmoniser la nomenclature des défauts et des endommagements. Autre point qui est abordé aussi dans ce groupe de travail, c'est tout ce qui concerne la notion de défaut et de nocivité de défaut. C'est-à-dire à partir de quel moment on va considérer qu'un défaut est une imperfection, c'est-à-dire que ce défaut va jouer un rôle sur, va avoir un effet sur les caractéristiques mécaniques finales du matériau et de la structure, et à partir de quel moment on doit en tenir compte dans le dimensionnement d'une pièce. Donc, quels sont les principaux défauts qu'on va rencontrer dans les pièces composites? Alors, les premiers défauts, ça va être des défauts qui peuvent affecter uniquement la matrice. Alors, des défauts qui ne sont pas forcément visibles. Donc, il y a deux types de composites. On a les composites à matrice thermodurcissable et les composites à matrice thermoplastique. Dans le cas des matériaux à matrice thermodurcissable, on peut rencontrer des problèmes de sous-polymérisation de la résine, puisqu'on vient mélanger et la chimie en fait, de polymérisation se fait pendant la mise en œuvre. Donc, on peut avoir des problèmes de sous-polymérisation de la résine, c'est-à-dire que cette résine, la matrice ne va pas atteindre les caractéristiques attendues. Notamment en termes de température. On ne va pas atteindre la température, par exemple, de transition vitreuse du matériau souhaitée, par exemple, sera plus basse que celle attendue. Et donc, on peut avoir derrière des problèmes de tenue de la pièce, de tenue mécanique, de tenue chimique et de tenue thermique dans le temps. Donc, c'est important quand on fait un contrôle qualité sur une pièce composite, c'est de vérifier ce facteur, ce paramètre, à savoir le taux de conversion de résine et la température de transition vitreuse du matériau, de la matrice. Dans le cas des composites à matrice thermoplastique, donc on est sur plutôt de la fusion et derrière du refroidissement de la matrice lors de la mise en œuvre, donc avec une matrice qui peut être assez variable, ça peut être du polyamide, ça peut être du PEG, du PIC, du PPS. Ce sont des matériaux qui sont semi-cristallins. Donc, on peut avoir lors de la mise en œuvre des défauts de cristallisation.
Alors, ces défauts, ils proviennent notamment de la phase de refroidissement de la pièce lors de la mise en œuvre. On va pouvoir, par exemple, constater des gradients de cristallinité qui peuvent être variables au sein de la pièce, et notamment entre les zones de peau et les zones plus à cœur du matériau, qui va se traduire, en fait, ces gradients de cristallinité vont se traduire par des caractéristiques différentes et pouvoir aussi générer des contraintes résiduelles dans les pièces et derrière, du coup, des contraintes qui vont se rajouter aux contraintes de fonctionnement, mais aussi des déformations de ces pièces. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard pour parler notamment des contraintes résiduelles. Que ce soit pour les composites à matrice thermoplastique ou thermodurcissable, on peut également avoir des phénomènes de dégradation thermique, voire des brûlures qui vont affecter la matrice organique et qui peuvent être constatées. Ça va se traduire par une fragilisation, puisqu'en fait, on va avoir des ruptures de chaîne, une oxydation de la matrice, donc une fragilisation, une perte de caractéristiques mécaniques de la matrice. On peut aussi avoir finalement des vieillissements prématurés après en usage, puisque si on vient dégrader la matrice, on vient aussi détenu dans le temps, on va dégrader aussi les adjuvants qui font sa stabilisation, etc. Et donc, on peut avoir des vieillissements, par exemple, thermiques ou oxydatifs plus tard prématurés. Autre défaut qu'on va rencontrer dans la plupart des pièces composites, ce sont les porosités, les vides. Donc, en fonction des dimensions, on va parler soit de microporosité, de porosité ou de macroporosité. Dans le cas des composites à matrice thermodurcissable, donc ces porosités vont principalement se situer dans la matrice. Donc, la formation de ces porosités est due principalement à l'air qui est emprisonné dans la matrice au cours de la mise en œuvre, au cours des différents stades de la mise en œuvre. Donc, ça peut être, par exemple, quand on mélange les deux constituants de la résine thermodurcissable et qu'on ne dégaze pas suffisamment cette résine, des bulles d'air peuvent rester emprisonnées et générer après de la porosité. Il peut s'agir aussi d'humidité résiduelle dans les renforts avant l'imprégnation, qui va générer aussi la formation de porosité, puisque quand on a polymérisation, finalement, on a une exothermie qui est générée, c'est-à-dire que la température va augmenter, et donc l'humidité va changer d'état et générer finalement des porosités, voire des délaminages au sein du matériau. Pour les procédés type RTM ou infusion, on peut aussi emprisonner de l'air lors du remplissage du moule si le vide n'est pas suffisant et si la résine a atteint prématurément son point de gélification. C'est-à-dire que la réaction de la résine a lieu et puis finalement, elle devient très visqueuse et le moule, donc en fait, elle vient remplir le moule et l'air qui est emprisonné ne peut plus être extrait et donc ne peut plus s'échapper, ce qui va générer en fait des porosités dans des zones souvent qui sont assez spécifiques par rapport au moule, à la géométrie du moule, à sa conception et à la géométrie de la pièce. Donc c'est pour ça que quand on conçoit une pièce, on en reviendra aussi un peu plus tard, il faut vraiment choisir la technique de mise en œuvre, puisqu'on va pouvoir générer des défauts en certains endroits, et surtout adapter le moule, la conception du moule, le choix de la résine, pour éviter au maximum ces porosités. Autre exemple, c'est le cas des polyesters, donc dans le cas des matrices thermodurcissables, où finalement les porosités peuvent être générées par l'évaporation des volatiles qui sont en excès dans la résine et former derrière ces porosités. Ça, c'est pour les thermodurcissables. Dans le cas des composites thermoplastiques, alors on le voit ici à droite sur les clichés, les porosités sont principalement situées dans les mèches de renfort. Parce qu'on a une matrice thermoplastique qui est très visqueuse et donc il va avoir du mal en fait à éliminer les porosités dans ces zones ici de fibres. Donc ces porosités vont entraîner, puisqu'elles touchent directement les renforts et notamment donc la matrice qui aide en fait à faire du transfert d'effort d'une fibre à l'autre. Du coup, ça va générer des pertes de caractéristiques qui vont être relativement importantes dans ces zones de défaut.
Donc, c'était les défauts plutôt affectant la matrice. Maintenant, il y a les défauts qui vont affecter plutôt le renfort. Donc, on va distinguer 3 morphologies de problèmes d'orientation de renfort qui sont schématisées ici à droite. Donc, on a d'une part les ondulations, donc, qui représentent le plus souvent des écarts d'angle locaux qui sont compris entre 0 degrés à 45 degrés, qui peuvent être soit dans le plan, soit hors plan, comme on peut le voir ici, et ici sur un exemple sur un composite à carbone époxy. Les replis, qui correspondent donc plutôt à une ondulation, mais qui est recouvrante, au niveau d'une mèche ou d'un pli. Alors, il s'agit principalement de défauts qui vont être hors plan. Ces défauts, on va souvent les rencontrer au niveau des rayons internes des pièces, comme on peut le voir ici sur ces clichés. Et enfin, il y a tout ce qui est décadrage et mésalignement, donc qui correspond plutôt à un écart d'orientation des renforts dans le plan par rapport à la conception, au design initial, aux orientations que devait avoir le renfort dans cette zone-là. Donc parfois, ça peut être localisé, beaucoup plus généralisé au niveau d'une pièce. Donc, pour les défauts d'ondulation, les défauts d'ondulation, en fait, ils peuvent être dus soit au frottement lors de la mise en œuvre entre les couches de renfort, donc, les frottements longitudinaux et transverses. Donc, les plis viennent à glisser les uns par rapport aux autres et puis vont générer des ondulations locales. Ça peut être aussi des frottements entre les plis externes et l'outillage, par exemple lors de l'estampage. Lorsqu'on vient fermer le moule, l'outillage, les plis vont être amenés dans la direction de l'embouti et pouvoir former des ondulations. Ça peut être aussi lié au flambement de fibres, hein, comme ici. Alors, ça survient notamment dans les zones de congé également. Et puis, ces défauts, ils peuvent être générés aussi au niveau, à cause du fluide polymère. Sous l'effet de la pression, en fait, on a un déplacement de la matrice qui va emmener la fibre et générer potentiellement un défaut d'ondulation. Pour ce qui est des replis, donc, les déplis peuvent avoir différentes origines. Donc déjà, ils peuvent survenir essentiellement au niveau des rayons internes parce qu'en fait, on a le renfort manque de déformabilité. Et donc, dans des zones où on peut avoir des congés, des courbures assez importantes, en fait, il va avoir du mal à suivre et donc générer des replis. Ça peut être aussi des problèmes de glissement des plis entre eux lors du cintrage, lorsqu'on met en compression, par exemple, des plis, notamment au niveau des rayons internes. Donc, souvent, ça intervient essentiellement dans les zones de forte courbure. Il y a un autre exemple ici, c'est sur donc un procédé, on va venir faire un surmoulage. Et dans ce cas-là, en fait, on peut avoir création de replis parce que la pression appliquée en périphérie lors du surmoulage va générer une compression qui va venir faire flamber finalement le composite, lui, qui est encore chaud. Donc ça, c'est sur du composite à matrice thermoplastique. Autre défaut donc, qui concerne plus la répartition fibre-matrice, donc ça va se traduire souvent par des amas locaux de résine, hein, qu'on peut le voir sur certains clichés ici. Donc on va pouvoir rencontrer sur une pièce, par exemple, des zones qui vont être riches en résine et puis d'autres zones qu'on dira sèches, c'est-à-dire où les fibres ne seront pas assez imprégnées. Donc, les amas de résine, on va notamment les rencontrer au niveau des rayons de courbure et en bordure de pièces, donc, comme ici et ici. Dans le cas des pièces qui sont fabriquées par enroulement filamentaire, si on ne tend pas assez les fils lorsqu'on vient les enrouler quand on tend trop les fils, par contre, les fibres, quand on vient les enrouler sur le mandrin, en fait, on peut les essorer, c'est-à-dire enlever trop de résine autour de la surface des fibres. Et donc, on peut avoir après, en fait, c'est un manque de résine entre les fibres. Et donc, les fibres, finalement, vont être en contact les unes avec les autres.
Donc, on n'aura pas, comme je l'ai dit, la matrice, elle sert à maintenir les fibres, mais aussi à faire du transfert d'effort entre fibres. Et donc, dans ce cas-là, quand on n'a absolument pas de matrice, on peut avoir des ruptures, notamment intralaminaires. Autre problème concernant les renforts, ça va être les mauvais emplacements de renforts. Donc, on voit ici un exemple sur une pale composite où on a donc un renfort intérieur qui a été mal positionné. Donc, en vert, vous avez la pièce où le renfort est bien positionné et en rouge, la pièce où le renfort est mal positionné, c'est-à-dire que le renfort ne va pas jusqu'à l'extrémité de la pale. Donc, imaginez finalement, on ne va pas avoir les caractéristiques mécaniques, notamment la raideur souhaitée au sein de cette pièce. Et donc, on peut avoir en usage des ruptures en fatigue en flexion au cours de l'utilisation. Autre exemple ici qui concerne notamment le procédé QSP, ça va être tout ce qui est fin de pli. Donc, des fins de pli, en fonction de leur positionnement, on peut avoir ce qu'on appelle des gaps ou des overgaps, c'est-à-dire des zones où on va avoir soit de l'amas de résine, soit des zones avec excès de résine. Donc, ici, c'est schématisé. Donc, on a la configuration qui est optimale. Hein, le pli va se positionner là où il doit. Donc on a l'arrêt de pli, un petit peu de résine, mais on a assez une continuité entre la fibre de chaque côté. Ici, on a un gap entre les plis. On voit l'arrêt de pli qui se termine beaucoup trop tôt. Donc ici, on va avoir un amas de matrice qui va générer des zones de faiblesse locale. Et inversement, ici, on va avoir un overgap où finalement, le pli est trop avancé. C'est-à-dire que localement, on va avoir un taux de fibre qui est trop important et donc une variation également de propriétés mécaniques dans cette zone-là. Donc ça, les variations d'épaisseur, donc dans certains procédés, notamment par exemple projection de fibres, projection simultanée, Didier en a parlé, on peut avoir du mal à finalement homogénéiser les épaisseurs, avoir quelque chose de régulier, d'homogène, notamment dans les zones de géométrie complexe, les zones de rupture. Donc on va avoir des zones de faible épaisseur et des zones de surépaisseur. Donc ça, c'est l'exemple d'une cuve. Donc, si on prend cette cuve, il va falloir faire attention quand on va dimensionner la pièce et qu'on sait qu'on va utiliser ce procédé de mise en œuvre. Il va falloir vraiment optimiser le calcul, prendre en compte ce défaut et ne pas calculer avec, par exemple, faire un dimensionnement avec une épaisseur qui sera beaucoup trop importante. Alors qu'on voit que dans certaines zones qui peuvent être sollicitées mécaniquement, on peut avoir des épaisseurs de composite beaucoup plus faibles. Donc c'est important, comme je l'ai dit, c'est de on conçoit une pièce, de s'intéresser au procédé et derrière de voir les défauts qui peuvent être appréhendés, qui peuvent être générés attendus par ce procédé pour en tenir compte lors du design ou du dimensionnement de la pièce. Cas spécifique donc, qui concerne le procédé SpeedTP et notamment tout ce qui est renroulement filamentaire thermoplastique, on a fait des études sur la qualité initiale des TEP, sur l'influence de la qualité des TEP sur la qualité finale de la pièce. On s'est aperçu qu'il y avait certains paramètres qui influaient directement sur la conformité de pièces en fin de mise en œuvre. Ça va être notamment tout ce qui est tolérance géométrique, notamment l'épaisseur des TEP. Donc, ici, on a 3 exemples de TEP du commerce, en fait, 3 exemples de qualité sur lesquels on a fait des coupes micrographiques. Donc, en bordure brillance, on voit les fibres. En zone plus grisée, c'est la matrice. Donc, on voit clairement qu'on a des différences entre les différents TEP. Donc, on a des TEP qui vont être un peu plus homogènes en épaisseur. Ici, on peut avoir des variations d'épaisseur. Ce qui est important, c'est la répartition des fibres et de la matrice. Donc, on voit ici une répartition assez homogène, alors qu'ici, les fibres sont en amas, alors qu'on a des zones qui vont rester très riches en matrice.
Et puis, donc ici, on a un stade un peu intermédiaire. Et puis, autre paramètre influent, ça va être aussi la rugosité de surface. Donc, on voit ici, on a de nettes différences entre les trois types de tape en termes de qualité de fabrication. Donc, si on regarde ces tapes, on peut, en fait, rien qu'en observant les tapes, on sait par exemple que le tape ici, qui est illustré ici à gauche, va donner les pièces de meilleure qualité, c'est-à-dire que avec très peu de délaminage, très peu de porosité, une qualité assez bonne en termes de fabrication. Madame Talon, je me permets juste d'intervenir. Il faudrait bientôt passer aux questions. Je ne sais pas si vous êtes bientôt à la fin, je ne pense pas. Voilà. C'était normalement à 11 h, on passait aux questions, donc si je ne sais pas comment on peut faire pour écourter un petit peu. D'accord, parce qu'on nous a dit 11 h. Non, mais c'est pas grave. Donc, je vais passer sur les choses qui sont peut-être moins importantes. Donc, je passe sur certains défauts qui sont plus superficiels. Sur les défauts, les principaux défauts donc sur les pièces composites, alors des défauts qui vont être importants, ça va être les contraintes résiduelles. Donc, les contraintes résiduelles, elles peuvent être favorisées par les phases de refroidissement dans le cas des composites à matrice thermoplastique qui vont générer justement des états cristallins un peu différents et qui peuvent générer aussi des déformations importantes au sein du composite. Les contraintes résiduelles vont aussi pouvoir être générées par des orientations anisotropes, par exemple des plis de renfort. Sur des pièces quasi isotropes, on va avoir moins de contraintes résiduelles que sur les pièces qui ont vraiment une répartition d'orientation de renfort bien différent, puisque en fait, chaque renfort peut avoir, par exemple, des dilatations thermiques différentielles bien différentes, des tenues mécaniques différentes. Et donc, lors du procédé, on va avoir finalement des effets soit de distorsion de pièces, soit de fissuration, donc d'abaissement de caractéristiques mécaniques. Alors, tout ce qui va être distorsion, ça peut être appréhendé par exemple, des calculs thermomécaniques. On a ici, par exemple, une pièce issue d'un outillage, en fait, une pièce courbe qui présente ce qu'on appelle un phénomène de spring back, c'est-à-dire la pièce vient se refermer en sortie de moule, après mise en œuvre, ce qui fait qu'on ne respecte pas les cotes initiales. Donc, même en optimisant les paramètres de mise en œuvre, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un calcul thermomécanique qui vient appréhender cette déformation et on adapte finalement le moule, c'est-à-dire qu'on va faire un moule finalement déformé pour avoir, un moule non conforme pour avoir une pièce qui va respecter les tolérances derrière dimensionnelles. Donc, je vais revenir rapidement sur les types de défauts qu'on va rencontrer en fonction des techniques de mise en œuvre qu'a décrite Didier. Donc, comme je l'ai dit, donc, tout ce qui est porosité, finalement, on va les retrouver sur toutes les techniques, donc à plus ou moins grande échelle, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des teneurs qui peuvent varier de 5% taux de porosité à 0,5% en fonction du type de mise en œuvre, de techniques de mise en œuvre appliquées. Sur les moulages au contact projection simultanée, on va avoir pas mal aussi de défauts qui vont affecter donc, la matrice et le renfort. Et les orientations fibre matrice, finalement, ce sont les techniques, comment dire, c'est des techniques de base en fait qui vont finalement produire des pièces bas coût, mais qui vont générer quand même pas mal de défauts. C'est là où on va retrouver le plus de défauts au sein des pièces. Tout ce qui est drapage de pré-imprégné, c'est pareil, ça va être des défauts affectant le renfort et des délaminages. Et puis, moulage par infusion de résine RTM, des défauts qui affectent la matrice, le renfort au-delà des porosités. Je vais aller vite, je vais passer directement au roulement filamentaire. Donc là, on va essentiellement avoir des porosités et des défauts qui affectent la matrice. On peut avoir aussi, par exemple, sur des pièces qui sont courbes, comme des bonbonnes, etc., on peut avoir rencontré des problèmes d'alignement, de respect des angles d'enroulement, puisqu'on peut avoir des glissements de fibres en extrémité dans ces zones courbes. Donc c'est pareil, quand on va dimensionner, il y a des logiciels qui permettent d'appréhender l'orientation des fibres qui sont déposées avec ce procédé et donc de les implémenter derrière dans le calcul.
je vais passer peut-être rapidement, s'il me reste 5 minutes, pour quand même aborder très rapidement les notions de nocivité de défaut. Donc, comme je l'ai dit, en fonction du type de méthode de mise en œuvre, on ne va pas avoir le même type de défaut et on ne va pas avoir la même teneur en défaut. Il y a dans les secteurs haute technologie, on va pouvoir avoir un procédé beaucoup plus robuste et du coup bien maîtriser les défauts, avoir des quantités par exemple, tout ce qui est teneur en porosité va être bien plus faible que sur des méthodes de moulage au contact ou de projection de fibres courtes. Donc, on va en tenir compte lors du dimensionnement, c'est-à-dire on va appréhender, définir la méthode de fabrication, définir du coup les défauts qui vont découler et donc les prendre en compte soit au niveau des coefficients de sécurité, soit par des abattements de caractéristiques mécaniques, soit quand c'est des variations d'épaisseur, d'essayer d'optimiser ces épaisseurs, de pouvoir les définir et d'en tenir compte après lors du calcul. Alors, à partir de quel moment on va dire qu'un défaut il devient nocif, c'est-à-dire qu'un défaut devient une imperfection? Alors, il n'y a pas de règle générale. Toute pièce est particulière, toute utilisation est particulière. C'est-à-dire, on ne va pas dire les taux de porosité critiques, c'est qu'on a telle teneur, c'est quand ils ont telle dimension, telle orientation de fibre, en fait, tel décadrage, etc. Il va être critique à partir du moment où on fait tel angle, etc. Non, en fait, tout dépend de la localisation du défaut dans la pièce. Pour que ce défaut devienne nocif, finalement, devienne une imperfection, il faut qu'il soit dans une zone de contrainte sollicitée mécaniquement. Ça va dépendre du type de renfort, des séquences d'empilement, c'est-à-dire après du transfert de charge d'une zone à l'autre, d'un pli à l'autre, et surtout du mode de sollicitation. Est-ce qu'on est en traction, compression, cisaillement? Tout ça, en fait, le mode de sollicitation va avoir un impact direct et le facteur aussi clé pour définir si le défaut est finalement nocif et devient une imperfection. Donc ici dans ce tableau, ce tableau présente finalement l'impact mécanique de différents types, les principaux types de défauts qu'on peut rencontrer dans les composites. Donc ça va être tout ce qui est ondulation. Donc les ondulations, ça va générer des pertes de raideur locale, des démissions de contraintes à rupture, et puis surtout des problèmes de flambements locaux, c'est-à-dire on va avoir possibilité, les coefficients du coup, la possibilité qu'il y ait un flambement local devient bien plus importante. Tout ce qui est repli, on va considérer que finalement, je vous rappelle, ça fait une petite boucle, c'est que ça correspond à un pli coupé, donc il faut prendre en compte ce repli dans le design en considérant que c'est un pli coupé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de charge d'un pli à l'autre. Tout ce qui est écart d'orientation des renforts, donc notamment le décadrage, le thermoestampage, va donner localement ou de manière plus générale une variation globale sur la pièce, une variation des caractéristiques mécaniques. Les délaminages, des pertes de raideur en flexion, des risques de propagation dans le temps sous l'effet des sollicitations de la fatigue. Et puis, les porosités, on va avoir peu d'effet sur les composites à matrice thermoplastique parce qu'on a une matrice thermoplastique qui ne va pas se comporter comme les matrices thermodurcissables qui sont beaucoup plus fragiles et dans lesquelles en fait, les porosités vont avoir une influence assez importante en termes de perte de caractéristiques mécaniques. Donc, pour illustrer, si je prends une éprouvette en composite thermodurcissable avec des fibres unidirectionnelles qui sont orientées par exemple ici dans la direction de sollicitation en traction. Donc, il faut imaginer que quand on est sous cette configuration, les fibres sont orientées dans l'axe de l'effort, donc on va solliciter essentiellement les fibres. Donc, l'impact des porosités qui sont au sein de la matrice vont avoir peu d'influence. Par contre, si on sollicite cette même éprouvette, mais plutôt en traction transverse ou en cisaillement interlaminaire, dans ce cas-là, en fait, on va faire travailler essentiellement la matrice et les interfaces fibre-matrice. Et dans ce cas-là, les porosités vont devenir très nocives vis-à-vis de la résistance mécanique. C'est illustré ici par… ça a été étudié dans pas mal d'études, dans pas mal de thèses, etc. Et l'impact du taux de porosité sur les pertes de caractéristiques, notamment au cisaillement interlaminaire. On peut considérer par exemple sur un UD, si on a 5% de porosité, on fait chuter à peu près de 50% la résistance au cisaillement interlaminaire. Donc après, tout dépend aussi de leur localisation
et puis de leur dimension. La dimension des éprouvettes, des porosités, leur forme va aussi avoir un impact sur cette perte de caractéristiques mécaniques. Autre défaut qui a été utilisé, qui peut jouer un rôle, c'est l'imprégnation. Si le liant, la matrice, sert à faire du transfert en fait, de charge entre fibres, donc si on vient dégrader ou si il y a un manque de résine locale, ben, on ne va pas avoir ce transfert de charge et donc on va avoir des abattements en caractéristiques en compression en traction, notamment en fatigue. Donc ça va être assez visible en fatigue, un peu moins en statique, mais en fatigue, on va pouvoir observer des pertes de caractéristiques assez importantes et des modes d'endommagement qui peuvent aussi fluctuer. Autre défaut qui peut avoir un impact qui a été pas mal étudié, ce sont les ondulations du renfort. Donc les ondulations, je rappelle, on a une orientation du renfort. Donc on voit ici par exemple c'est une coupe sagittale issue d'une microtomographie où on voit donc ici le renfort. On voit que localement, le renfort vient faire un angle par rapport à sa direction nominale au niveau du pli. Et donc, il faut imaginer par exemple cette pièce-là soumise à un effort de compression, comme par exemple ici le mat trimaran, qui est sollicité essentiellement en traction. Donc, on va avoir vraiment une perte de caractéristiques en compression, puisqu'on a cette ondulation qui forme un S, et donc on appuie dans la direction dans la direction nominale du pli. On va avoir un flambement et une perte de caractéristiques en compression assez importante qui peut générer, comme dans le cas ici, en fait, dans le cas de ce mat de trimaran, des ruptures brutales en utilisation. Donc, ce sont pas mal de campagnes d'essai ont été menées sur des éprouvettes en faisant varier les angles d'orientation, enfin, l'angle formé par cette ondulation avec l'intensité de cette ondulation par rapport au nominal. On voit que quand même relativement rapidement, on peut avoir une perte de caractéristiques et donc derrière, on peut avoir des risques de flambements locaux en utilisation. Donc, pour conclure sur cette partie, on constate donc que finalement, il est important donc, de lier la conception et le procédé pour tenir compte des défauts qui peuvent être générés par le procédé de fabrication et les paramètres de fabrication mis en œuvre. Donc, et de voir leur amplitude, leur positionnement. Donc, tout ça, ça va être pris en compte dans le cas des calculs. Donc, il va être important donc de cartographier ces défauts de manière qualitative et quantitative, donc de choisir le bon mode de contrôle non destructif ou destructif pour vraiment sur des pièces prototypes pour valider, pour définir et valider les défauts pris en compte, leur intensité. Et puis derrière, par des approches numériques et expérimentales, de voir l'impact de ces défauts sur la tenue mécanique de la pièce ou sur éprouvette. Ça peut se faire aussi sur éprouvette. On génère volontairement ce défaut et on regarde les abattements. C'est ce qui a été fait juste avant, par exemple, sur les problématiques d'ondulation. Et puis derrière, ça permet de définir des seuils d'imperfection qui sont tolérés. C'est-à-dire en dessous de telle dimension, le défaut va être acceptable ou donc, au-dessus de cette dimension, il va générer des pertes de caractéristiques trop importantes et donc, derrière, établir des plans de contrôle destructifs ou non destructifs adaptés à la pièce. Donc, par exemple, quand on va faire du non destructif sur pièce, on va s'intéresser aux zones qu'on aurait identifiées comme potentiellement riches en défauts. Et puis, on va essayer de quantifier, de positionner ces défauts, de les cartographier et valider si c'est bien ce qui a été défini, est-ce que ça dépasse les seuils d'acceptabilité de défaut. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps, juste 2 minutes, de parler des contrôles non destructifs. Donc, comme je disais, il est important de cartographier les défauts. Donc, la manière la plus simple, celle qui permet en fait de faire un contrôle non destructif et derrière, par exemple, sur des pièces proto, une fois qu'on a caractérisé ces défauts, on les a localisés, de faire un essai selon un cahier des charges, des spécifications attendues,
regarder le comportement de la pièce, est-ce que ça valide bien, est-ce que ça corrèle bien avec le design, avec la conception de la pièce qui a été dimensionnée, et de voir aussi comment se propagent ces défauts. Donc, ça permet de valider aussi la criticité de ces défauts par rapport à une pièce et un procédé qui est établi, et éventuellement de faire quelques réajustements. Donc, les choix de la méthode CND ou des méthodes CND va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, déjà, du matériau qu'on va contrôler, des défauts recherchés. Est-ce que c'est plutôt des porosités, des ondulations? Est-ce que c'est des délaminages? De la position de l'orientation des défauts. Est-ce qu'il s'agit plutôt des défauts surfaciques ou volumiques au sein de la pièce, qui ne sont pas visibles? Et puis, est-ce qu'il y a des spécifications, des normes qui peuvent être appliquées? Donc, là, le CND, en fait, on peut aussi prendre en compte la géométrie, l'état de la pièce et son état de surface. Si on a une rugosité, il va falloir adapter la partie, par exemple, ultrason, tout ce qui est contrôle en contact. Et puis le lieu de contrôle. Est-ce que c'est sur site ou est-ce que c'est en laboratoire? Quelle est la dimension de la pièce? Tout ça aussi va faire qu'on va pouvoir choisir. Ça me permet aussi de choisir d'établir le contrôle ou les contrôles qui vont être appliqués sur la pièce. À savoir que c'est parfois sur une pièce, on va faire plusieurs types de contrôles pour mettre en évidence différents types de défauts qui sont situés dans différentes zones avec des géométries, par exemple dans des zones de courbure ou dans des zones linéaires. On ne va pas appliquer forcément les mêmes procédures. Alors, je vais peut-être parler très rapidement des contrôles et défauts surfaciques. Donc là, ça va plutôt être tout ce qui est contrôle visuel ou ressuage. Le ressuage, donc, ça va être la même chose que sur les pièces métalliques pour mettre en évidence tout ce qui est défauts, fissures débouchantes. Ça permet, dans certains cas, de les mettre en évidence alors qu'on ne les voyait pas à l'œil. À savoir que juste sur les pièces composites, on ne va jamais utiliser les produits qui sont appliqués sur les pièces métalliques parce qu'elles vont les agresser, les dégrader, faire une attaque chimique. Donc, il y a des produits qui ont été vraiment développés, base aqueuse, etc., qui peuvent être appliqués sur pièces composites. Il faut vraiment faire attention à ce point-là. En fonction des défauts volumiques, donc, on va pouvoir utiliser différents types de méthodes. Donc là, j'ai mis les méthodes finalement les plus courantes. Donc, tout ce qui est répartition, mauvaise orientation de fibres, répartition des fibres de renfort, les replis, les arrêts de plis, les porosités, les inclusions. Tout ça, ça va pouvoir être mis en évidence par radiographie X. Les contrôles par ultrasons, eux, vont permettre de mettre plutôt en évidence tout ce qui est délaminage ou les décollements POAM nid d'abeille, par exemple. La thermo IR, elle est plus adaptée pour ce type de défauts, mais quand ils sont situés plutôt à proximité de la surface. On a encore du mal à faire du contrôle par thermographie avec des pièces plus épaisses pour voir les défauts qui sont beaucoup plus à cœur de la paroi de la pièce. Quand on recherche plutôt des écrasements d'âme, on va utiliser soit alors des méthodes basiques, parce que finalement les autres méthodes ne permettent pas de le faire, c'est l'ultrason par exemple. On va utiliser soit du tap test par exemple, donc méthode basique, le tap, le son, etc. Donc il y a des méthodes maintenant qui sont automatisées. Ça va être le band tester, donc c'est de l'ultrason, mais qui permet vraiment de regarder des interfaces, par exemple interface entre mousse, nid d'abeille et puis la peau, une peau assez fine. Et puis tout ce qui est chirographie, où on vient solliciter, par exemple, on est sur du sandwich, la peau, on vient mettre une dépression, par exemple, on vient appliquer une déformation finalement sur la peau et on regarde comment elle se déforme et si elle se décolle finalement du support. Donc souvent, ça se fait par comparaison entre des zones dites saines où on sait qu'on a une bonne adhésion et des zones finalement où on a des défauts et on regarde plutôt par différence de déformation. On met en évidence des problèmes de délaminage, de décollement POAM ou des problèmes de collage. Alors, on utilise aussi tout ce qui est émission acoustique pour suivre par exemple l'évolution des défauts ou des endommagements lorsqu'une structure est sollicitée. Par exemple, c'est très utilisé sur les systèmes sous pression où on vient instrumenter, mettre des capteurs selon un certain maillage sur la structure et puis on vient mettre en pression par exemple la pièce et on regarde finalement dans le temps comment se comportent les bruits. En fait, on écoute la pièce. Il faut savoir qu'on a des décohésions fibromatrices, des ruptures de fibres, etc. On va avoir en fait un son qu'on va pouvoir mettre en évidence, un bruit qu'on va pouvoir mettre en évidence par cette technique.
et ça permet de localiser des prémices d'endommagement à certains endroits et de préciser quel type d'endommagement sont en train de survenir. Alors, une technique qui se généralise, c'est tout ce qui est tomographie RX et microtomographie RX, parce qu'elle permet d'avoir une approche plutôt quantitative au-delà de qualitative des défauts, et qu'elle s'applique quand même pour mettre en évidence pas mal de défauts et de vraiment les localiser au sein de la pièce et de les quantifier. Donc c'est une espèce ça ressemble à un scanner finalement. Donc, on va avoir vraiment toute la pièce dans son volume avec les défauts, ultrasons, porosité, délaminage, orientation de fibres, etc. Par contre, en fonction de ce qu'on souhaite contrôler, on va avoir besoin d'une certaine résolution. Cette résolution dépend de la dimension de la pièce ou de la zone à contrôler. Donc, plus finalement la pièce est grosse, plus on va avoir une résolution qui va être faible et on va avoir du mal à mettre en évidence des défauts qui vont être petits ou par exemple sur des orientations de fibres, par exemple, où il faut aller à une échelle quand même assez fine, on va avoir du mal à vraiment cartographier toute une pièce pour voir l'orientation des plis. Dans ce cas-là, en fait, on peut faire zone par zone, limiter les zones d'analyse et surtout les limiter aux zones où on suspecte qu'il peut y avoir justement des écarts liés à la fabrication par rapport au plan. Donc, la choix de la technique va dépendre des matériaux, de la géométrie, des contraintes opérationnelles et souvent il va être nécessaire de vraiment utiliser plusieurs techniques pour mettre en évidence si on s'attend à avoir différents défauts ou si la pièce a des géométries bien localement ou des constitutions bien différentes. Donc, pour finir, vous retrouverez en fait sur ce lien, des liens sur ces dernières slides pour accéder à des formations qui sont proposées par le CETIM sur les matériaux composites et qui permettront d'approfondir ce dont on vient d'évoquer rapidement dans cette présentation. Et puis également, vous trouverez des liens pour accéder à certaines études menées par le CETIM sur les composites thermodurs, les composites thermoplastiques, les procédés associés. Donc, je vous remercie si vous avez des questions. Alors, merci pour cette présentation. Donc, normalement, on arrive à la fin du webinaire, mais on va prendre une dizaine de minutes pour quelques questions. Donc, je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat qui est normalement à droite de votre écran. Alors, première question. Quel sera le numéro EN de la norme harmonisant le nom des défauts sur composite? Alors, c'est la 1346, mais ça, je pourrais vous donner un lien si nécessaire, rajouter ça dans le slide lors de la version finale. Ok, merci. Il y avait une autre question. Avez-vous une expérience de l'ajout de fibres dans les polymères destinés à la production de mousse isolante? Sur de la projection simultanée, c'est ça la question? Alors, c'est pas précisé. Si la personne veut préciser. Après, si c'est réalisation de panneaux sandwich avec de lame isolante, oui. Enfin, si on reprend les mêmes procédés que j'ai cités, oui, pas de problème. On a des connaissances là-dessus, ouais, tout à fait. Merci. Alors, une autre question. Quels sont les principaux défauts rencontrés sur le procédé enroulement filamentaire TP? TP, au niveau des TP, les principaux défauts qu'on peut avoir, c'est essentiellement soit des gaps ou des overlaps. C'est-à-dire que c'est fonction de la largeur de tape qu'on va déposer. On est sur de la bande plate en fait, et en fonction des tolérances qu'on risque d'avoir du fournisseur de matières premières, bah, le tape se met soit en bord à bord ou soit il laisse un écart ou il se chevauche. Et comme on est sur de la précision, sur la précision au dixième de dépose du fait du robot, parce qu'on est toujours en contact. Donc on a les principaux défauts qu'on peut rencontrer, c'est essentiellement ça, gap overlap. Après, bah, ça dépend quel matériau on utilise en thermoplastique, mais s'il y a des matériaux qui nécessitent d'être étuvés pour la reprise d'humidité avant on dépose, bah, si on les étuve pas, forcément on aura du bullage. Enfin, je parle en connaissance de cause avec notre machine de laser. Si on chauffe vite et qu'on a de l'humidité dans le matériau, bah, ça va buller. Donc on peut avoir de la porosité par bullage et par humidité du fait du matériau existant.
Et derrière, sinon, on arrive, nous, CETIM, avec notre machine d'enroulement filamentaire, à avoir moins de 3% de porosité, même voire moins de 3% de porosité, en fonction des matériaux. Là, je vous parle pour du PIC, donc ça va pour tous ceux qui sont en dessous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, Et on est sur... les admissibles de porosité vont être plus faibles, enfin plus élevés dans le cas des composites thermoplastiques que sur du thermodure. Donc on parle de 3%, pour ceux qui Oui, travaillent c'est... pour eux, ça paraît énorme, mais pas tant que ça sur des composites thermoplastiques en fait. Non, tout à fait, ouais. Et on fait du in situ, nous, c'est-à-dire qu'on repasse pas toutes les pièces qui sont réalisées sur notre machine sont pas repassées en autoclave ou en étuve pour reconsolider. Elles sont finies net shape. Après, je voudrais juste rajouter par rapport justement à la qualité des tapes initiaux, on peut aussi avoir des effets du fait du laser, etc., de surchauffe locale qui peuvent être difficiles à maîtriser. Enfin, ouais, ça demande quand même pas mal d'études, hein, c'est ce qu'on a fait chez nous. Et puis aussi tout ce qui est contrainte résiduelle. Contrainte résiduelle où finalement en fonction du mode de dépose, température, membrane, etc., on peut avoir généré des contraintes résiduelles au sein des pièces. D'accord, merci. La personne pour la question précédente a précisé mousse isolante, exemple XPS ou EPS. Je ne sais pas si vous vouliez réagir à Oui, bah ça. non, c'est dans le même principe, c'est système d'accroche. Enfin, ce qu'il faudra prévoir, c'est les bons systèmes d'accroche, les préparations de surface pour pouvoir appliquer le composite dessus. Ouais. Alors, la question suivante, existe-t-il des défauts liés à la chimie des liants? Alors, si c'est la chimie des liants, c'est-à-dire en fait la base, enfin si c'est en fait les produits qui servent à la polymérisation de la résine, ben oui, en fait, on peut avoir comment dire, en fonction des conditions de mise en œuvre, comment dire, des états de polymérisation qui peuvent être différents, des exothermies différentes, puisqu'on va avoir des cinétiques, comment dire, des réactions qui vont se passer plus ou moins rapidement. Si on travaille sur des pièces épaisses, enfin, quand on va choisir finalement une résine, il faut qu'on la définisse bien par rapport au mode de fabrication. Est-ce qu'on travaille à température ambiante? Est-ce qu'on va faire un recul derrière? Est-ce que la pièce est épaisse parce qu'on peut avoir de l'exothermie assez fort à cœur? Enfin, tout ça, ça peut générer finalement des défauts derrière. Et côté process, il nous est déjà arrivé d'utiliser des matériaux donc secs avec un enzymage, donc le liant pour créer une adhésion avec la résine. Si comment dire, le liant est un peu usé ou un peu vieux, on a beaucoup de porosité et pas beaucoup d'accroche en fait. Donc c'est très important de nous, côté process, d'avoir vraiment une compatibilité fibre et résine avec le bon liant correspondant à l'accroche avec la résine sélectionnée. Merci. Alors, la personne qui avait posé des questions sur le procédé enroulement filamentaire TP en a posé deux autres. Il demande s'il y a des limites en longueur et il a noté CND pendant le process, point d'interrogation. Alors, des limites, bah, c'est la capacité de notre machine en fait. On peut faire de l'enroulement filamentaire en continu aussi, mais enfin si je parle sur notre machine, bah, c'est 4 mètres forcément vu qu'on est pris entre morts, donc on peut pas aller plus loin. Après, c'est une machine spé avec et pour faire du tube en continu. Donc ça existe aussi, mais enfin, par rapport à la présentation, je l'ai pas présenté ça. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a du contrôle en cours de fabrication? Oui, nous, on est en train de développer justement du contrôle thermographique en cours de fabrication pour analyser en live les défauts engendrés par la fabrication. Tout à fait, ouais. C'est un des axes de notre développement qui est en cours chez nous, ouais, tout à fait. Et sur des contrôles matières premières aussi, sur les tapes. Et oui, ouais, bah ça on l'a déjà en fab, enfin en contrôle matière première avec une machine qu'on a développée en interne et qui permet de contrôler la section et puis bah, s'il y a des porosités ou des anomalies de surface. Et on est en train de travailler sur une V2 pour intégrer aussi un contrôle type thermographie comme sur la machine pour avoir une corrélation entre le contrôle du tail par thermographie et la fabrication par contrôle thermographie. Comme ça, on pourra lier les deux. L'objectif, c'est de faire de l'IoT pour, s'il y a un problème, de définir des seuils et puis de localiser un défaut dans la pièce finie.
C'est ça, tout ça, ouais, exactement, Sophie. Tout ça est dans notre démarche de connexion, connexion des machines et donc le principe d'IoT, ouais. C'est des briques de l'IoT côté CETIM, tout à fait. Ok, merci. Alors pour l'instant, il n'y a plus de questions. Donc si jamais quelqu'un a une dernière question, il peut la poser dans le chat. Je la poserai à l'oral. Sinon, vous pouvez poser vos questions à l'adresse mail qui est en bas de la diapositive sqr@cetim.fr si vous avez des questions qui arrivent plus tard ou que vous n'aviez pas eu le temps de poser. Voilà. Donc ces questions seront transférées à la personne la plus pertinente au CETIM. Donc merci à tous. J'ai eu pas de questions qui arrivent, donc je vais conclure. Hein. C'est la fin normalement du webinaire. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Merci de nous avoir suivis et au revoir.